C'est vraiment très clair, me semble-t-il, Yann, qu'il y a dans ces ateliers la restitution d'une immense diversité. On a l'impression d'une ouverture tous azimuts, ouverture vers des nouveaux matériaux, ouverture vers des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de travail, des nouveaux critères également, l'abandon de cette espèce de monoculture de l'énergie pour aller vers quelque chose qui déborde largement. C'est donc déjà en soi une très bonne introduction à notre table ronde, mais c'est vous qui allez la faire, l'introduction. Yann Dervin des Finergies, directeur. Alors, oui, merci. Alors, effectivement, je pense qu'il ne faut pas être dans la pensée unique quand on parle de rénovation énergétique. Alors, si en plus on parle de rénovation énergétique en embarquant le côté environnemental, on voit qu'il y a une multitude de solutions qui arrivent et il ne faut surtout pas les bloquer dans le stade où on est. Peut-être que dans 10 ans, on trouvera celles qui fonctionnent moins bien, on pourra faire des choix. Pour l'instant, on constate effectivement peut-être une diversité, certains diront un foisonnement de choses, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a de l'intelligence collective qui se met en route. Alors, pour revenir très rapidement sur les 4 ateliers, mais juste un petit point, puisqu'on est un petit peu en retard. Sur le premier point, j'ai relevé dans le premier atelier sur les filières locales que David Sinas nous a présenté. Je pense qu'il y a un gros travail pour bien valoriser l'impact des filières locales et pouvoir les valoriser dans une logique d'économie circulaire. Un gros travail de valorisation de ces filières dans les bases de données qui sont, elles, plutôt au mieux nationales, mais plutôt européennes. Donc, pour aller valoriser votre matériau local dans un système européen, il faut déjà se lever de bonne heure. Voilà, donc il y a un travail, je pense, à faire dans ce domaine-là. L'atelier 2, le bâtiment ancien, en fait, les bâtiments du patrimoine, finalement, j'ai noté une petite phrase sympa. Il est important de les rénover pour pouvoir les préserver. Alors souvent, on prend le problème à l'inverse. On veut préserver le patrimoine, du coup, on ne le rénove pas. Voilà, donc là, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. D'ailleurs, vous pouvez aller voir aussi sur le site de l'Observatoire BBC qu'on a une rubrique spéciale bâtiment du patrimoine. Ça prouve qu'on fait beaucoup déjà de rénovation BBC du patrimoine. Les bâtiments en question sont disponibles sur le site internet. Il y a aussi un point important, un petit peu transversal sur le 2 et le 3, je crois. Bref, importance du commissionnement. C'est important pour la qualité d'air. C'est-à-dire qu'on fait des mesures de qualité d'air, on se rend compte qu'il y a des dérives. Le commissionnement doit absolument être fait, c'est-à-dire s'assurer que les équipements fonctionnent comme on avait prévu qu'ils fonctionnent, et en particulier la ventilation. Même si les débits réglementaires français sont à revoir, comme le disait Bruno, je crois, dans son atelier. Voilà, donc il y a déjà l'aspect de vérifier que ça fonctionne correctement, ainsi que l'implémentation du protocole Promévent, hein, qui est un protocole de vérification des débits de ventilation, qui est en cours, enfin, qui est en place sur le logement et qui va trouver son extension prochainement sur le tertiaire. Encore quelques petits mots. Globalement, on sait que c'est mieux de rénover, enfin en global, donc voilà, le global c'est mieux. En pratique, comme on travaille par rénover BBC, pardon. En pratique, comme on travaille par l'eau ou par corps de métier, le BBC compatible est peut-être une solution à pousser, en tout cas à mettre en avant et à s'assurer que les travaux qui sont réalisés, quand on les fait par petits bouts, soient bien BBC compatibles. Et puis, encore 2 points. La première, c'est que sur le neuf, on sait que les ACV sont extrêmement utiles pour voir où on va. Sur la rénovation, peut-être qu'on peut y passer un peu moins de temps, parce qu'on sait que globalement, si on fait de la rénovation énergétique, on va être plutôt bon sur les différents aspects environnementaux. Voilà, et puis sinon, tout ça, ça nous montre que de toute façon, et notamment le sujet des groupements d'entreprises, nécessite de faire progresser nos entreprises sur le sujet, et c'est le thème de la table ronde qui s'annonce. Et on y va. Merci beaucoup. Je vous laisse. Alors, on va commencer par Philippe Estingois, parce que, comme vous devez partir... Il vaut mieux commencer par vous, quitte à ce que vous nous abandonniez en route, ce que je ne souhaite pas. Évidemment, Philippe Estingois, vous êtes directeur général de l'agence Qualité Construction,
depuis 2013. Et lorsqu'on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus se satisfaire d'approximations et qu'il fallait, qu'il y avait un niveau d'excellence qui était exigé, qui était bien différent de ce qu'il était il y a quelques années. Donc, il faudrait faire évoluer les métiers vers toujours plus d'excellence. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est effectivement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, donc, on pouvait accepter un certain nombre d'approximations lorsqu'on réalisait de la construction. C'était tolérable parce que ça modifiait peu la performance. Aujourd'hui, on est dans des bâtiments qui sont techniquement extrêmement compliqués, que ce soit en neuf ou en réhabilitation, et ça ne supporte pas l'imperfection. Donc on fait le constat effectivement qu'on a beaucoup plus facilement donc, des pathologies donc, qui sont liées à des gestes qu'on pouvait avoir l'habitude de faire, ceux qui ne portaient pas conséquence, et qui aujourd'hui a des conséquences sur le bâti. Donc on a un véritable enjeu donc, en termes de compétences des acteurs, de l'ensemble des acteurs. Hein, donc l'imperfection pouvait aussi venir de la conception. Moi je voulais rajouter un point d'actualité. Hein, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui par rapport à cette inquiétude sur la compétence et sur la formation d'une façon générale. J'ai entendu quelques chiffres et je n'avais pas eu l'idée jusqu'à présent de les rapprocher. Donc on a eu un économiste tout à l'heure qui nous a dit, donc Alain Grandjean, qui nous a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans le rôle de ceux qui s'occupaient de construction, mais il a donné quelques chiffres. Et donc entre autres que faire la rénovation thermique de l'ensemble de ce qui existe aujourd'hui, ça coûterait globalement 1000 milliards. Donc en prenant un chiffre bas. Puis moi j'avais en tête le chiffre d'affaires de la construction, le chiffre annuel de la construction. C'est 75 milliards. Et dans ces 75 milliards, donc, dans le logement, ça fait entre 35 et ça fait de l'ordre d'aujourd'hui de 30 à 35 milliards qui est consacré donc, à la réhabilitation, le reste étant pour le neuf. Je parle bien dans le logement. Si, et c'est la seule chose que je sois capable de faire, donc je fais une division bête donc de ce 1000 milliards sur 32 ans d'ici à 2050, donc j'arrive à environ 25 à 30 milliards pour faire de la rénovation énergétique. Donc on s'aperçoit que, au-delà des enjeux micro, qui sont très importants et qui sont bien traités, qu'on a bien abordés, il y a un enjeu de masse donc, qui interroge. Et donc tout à l'heure, notre interlocuteur Alain Grandjean disait je ne veux pas repartir dans une théorie du plan. Mais quand on est à cette échelle-là, donc en macro, donc il faut peut-être se poser la question de la théorie du plan pour pouvoir y arriver. Donc comment on fait pour monter donc, en compétences au-delà donc de ce que l'on a aujourd'hui, parce que pour faire de la réhabilitation, c'est essentiellement de la main-d'œuvre, donc de la qualification des hommes. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a pas, donc, dans le domaine du bâtiment, donc numériquement, les hommes pour le faire. Et ceux qui sont là ne sont pas forcément formés à tout ça. Donc on a un travail majeur par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, il faut aussi penser à l'après pour ces équipes-là, puisque une fois qu'on aura fait donc, cette rénovation énergétique, donc, mes collègues diront qu'il faudra donc, à nouveau la maintenir, mais on ne sera pas tout à fait à cette échelle-là, et donc on sera aussi à une rupture. Et donc je voulais dire aussi que tout ce que l'on fait, ça s'inscrit dans une économie, et que les coups de boutoir dans l'économie, je fais plus, donc c'est pas très bon, donc il y a des enjeux sociaux autour de ça, donc qui posent problème. Alors voilà, donc moi j'ai formalisé un problème macro que j'avais jamais formalisé jusqu'à présent et qui m'interpelle beaucoup, sachant que donc les sujets qui sont évoqués ici, c'est plutôt les problèmes micro, et que sur les problèmes micro, la réalité sociale, c'est bien que c'est compliqué pour les personnes de se lancer. Donc j'ai dans les voisins donc, des tenants à juste titre donc, de la valorisation d'une approche globale
de la réhabilitation. Et donc le débat ne se pose pas au niveau technique, mais le débat se pose au niveau social. Donc la capacité, effectivement, donc, des ménages à faire. Et donc je crois qu'il faut effectivement, pour éviter donc, que les ménages se lancent dans une approche globale, mal faite, porteuse de pathologies, hein, parce qu'on essaye de tout faire tout en ne mettant pas les moyens qu'il faut pour le faire. Donc on est sûr d'avoir des problèmes de pathologie. Hein. Si on n'étudie pas correctement le sujet, on aura de la pathologie. Si on ne donne pas les moyens aux entreprises de bien faire, on aura de la pathologie. Donc pour faire donc, effectivement de la qualité et avoir les résultats escomptés, donc il faut aussi avoir au niveau micro certaines approches pragmatiques, et donc c'est là où on diffère, des approches pragmatiques, mais dans ces approches pragmatiques, il faut effectivement donc, avoir une cohérence donc, dans l'enchaînement, et donc c'est pour ça que dans les propositions qui sont faites souvent, donc on dit donc, faites des opérations qui n'obèrent pas ce qui pourra se faire derrière, et donc des opérations dont vous pourrez tirer donc, pleinement les bénéfices. Et je rappelle que par rapport à ça, donc, l'Agence Qualité Construction donc, a publié une plaquette donc, qui effectivement donc, explicite les enjeux de la rénovation thermique, donc performance par étape. Et j'insiste beaucoup, donc, pour autant, nous ne disons pas qu'il est effectivement plus intelligent d'avoir une approche globale et d'avoir un traitement global donc, de la rénovation. Alors vous mettez la barre vraiment très très haut. Là, vous avez cité une série de facteurs ou de faits qui font que ça a l'air extraordinairement compliqué. Alors j'ai le sentiment que vous vous adressiez directement à Olivier Sidler, donc on va lui passer la parole. J'aurais peut-être dû présenter tout le monde parce que comme ça, après, ça sera plus facile pour les uns et les autres de prendre la parole, comme ça vous n'hésiterez pas. D'ailleurs, celui qui a embarqué le micro serait gentil de le rapporter, il n'y en a plus qu'un là. Ça manque le deuxième. Voilà, merci. Donc Olivier Sidler, qui est fondateur et qui a été longtemps dirigeant du bureau d'études Enertech, également membre fondateur de Negawatt, spécialiste de l'énergétique du bâtiment, et qui a conçu en 2011 le dispositif DOREMI, dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles, que vous présentez comme un outil de formation-action pour dynamiser le marché de la rénovation très performante des maisons individuelles dans l'intérêt des territoires, des particuliers et des artisans. Mais je ne vais pas vous passer la parole tout de suite. Je vais tout de suite présenter Mathieu Hercé Lemort, qui est donc de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France, et qui a conduit pendant 2 ans une étude prospective très intéressante sur les métiers de la maçonnerie auprès des compagnons qui ont été consultés sur tout le territoire. Voilà. Et puis, il y a également Bruno Georges, que je ne vous présente plus, puisqu'il était là il y a encore 10 minutes, mais enfin, vous n'étiez pas tous dans l'atelier 1. Bruno Georges, architecte, fondateur et dirigeant d'ITF, un bureau d'études en ingénierie du bâtiment et ingénierie industrielle, qui met le développement durable au cœur de son métier. Voilà. Plutôt ingénieur qu'architecte. Plutôt ingénieur qu'architecte, donc. Alors, Olivier Sidler, peut-être que vous pouvez répondre tout de suite à Philippe Estingois. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais dire en préalable. D'abord, répondre à la préoccupation légitime qui a été évoquée, à savoir est-ce qu'on va avoir assez de personnel. Il se trouve que dans le scénario Negawatt, le dernier, celui qui a été présenté en janvier de cette année, il y a un phénomène assez intéressant. Quand on modélise tout, c'est-à-dire l'évolution de la population d'ici 2050, telle que l'a décrit l'INSEE, quand on prend en compte l'ensemble des paramètres, aujourd'hui on construit 300 000, 350 000 logements par an. Il va y avoir une baisse de cette construction que je n'ai jamais vue exprimée nulle part. Elle peut tomber très bas, alors il y a des variations d'hypothèses, mais elle peut tomber autour de 140 000 logements par an, c'est-à-dire la moitié. Ça veut dire que ce qui vient d'être dit est fondamental, parce que c'est vrai, mais il va y avoir un transfert qu'il faut anticiper des gens qui construisent des logements neufs vers les métiers de la rénovation. Donc, il y a un petit espoir, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être faire avec le personnel tel qu'il est actuellement, sauf qu'il vieillit, il faudra le rénover, le renouveler. Mais attention, je parle là aux professionnels du bâtiment, il faut se lancer dans la rénovation parce que c'est la seule voie où il y aura du travail demain. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, on parle, une anecdote, hein, en 2003,
j'ai été invité à l'Élysée par les conseillers du président à présenter un programme que j'ai fait par Négawatt qui était la rénovation de tout le parc de bâtiments en France. C'était il y a 14 ans. On n'a toujours rien fait. Donc, moi, entendre des gens dire tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, je sature. Il y a 3 choses que l'État doit faire impérativement si on veut que ça décolle. Puis après, je parle de Dorémy. La première de ces choses, c'est créer un marché de la rénovation. Ça a été dit par à peu près tout le monde ici. Comment est-ce qu'on trouve des clients, etc. Vous ne les trouverez pas. L'incitation n'est pas la voie pour y arriver. 2 exemples. L'Allemagne, 25% de subvention sur le prix des travaux, plafonné à 70 000 €. Le reste par des prêts de la KfW, très très bas. L'Allemagne rénove 265 000 logements au bon niveau, c'est-à-dire 0,8% du parc. C'est-à-dire qu'il faudra 125 ans pour qu'elle rénove l'ensemble. C'est beaucoup trop. Et une expérience personnelle conduite avec Françoise Jourda, qui n'est plus là aujourd'hui, une rénovation en copropriété dans la région parisienne, une année d'études, tout le bazar, des contrats signés, les copros qui changent 3 fois de président, et lorsqu'on présente le projet définitivement, la copro dit, alors qu'elle a 80% d'aide publique, parce que c'était des plans de sauvegarde de l'État, etc., plus les aides individuelles, ils ont 80% de subvention des travaux, eh ben, ils décident de ne pas les faire. Et de ne pas nous payer d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Donc, vous allez donner quoi? 110% aux gens du prix des travaux parce qu'il y a 10% pour les dédommager parce que vous leur créez une gêne? Non. Donc, on arrête de rêver sur l'incitation, on va gagner beaucoup de temps. Et on va vers l'obligation, la réglementation. Je suis désolé, si on ne fait pas ça, on perd tous notre temps. Et la réglementation, elle est déjà dans la loi de transition énergétique, article 5, qui vous dit que d'ici 2025, il va falloir retravailler les délais, d'ici 2025, l'ensemble des logements de classe F et G, c'est-à-dire les plus mauvais, devront avoir été rénovés. J'ai regardé, il y en a 5 600 000 en 10 ans, puisque la loi date de 2015, ça en faisait 560 000 par an. C'est à la maille. Sauf qu'il n'y a pas de décret d'application, c'est ce qu'on appelle un objectif programmatique, c'est-à-dire on l'écrit, puis ma foi, Inch'Allah, si ça se fait, tant mieux. Eh bien, il faut mettre ce décret d'application, c'est techniquement possible. Et là, on va commencer à parler de choses sérieuses. Deuxième critère, toujours dans les mains de l'État, il faut qu'il y ait une ingénierie financière en place. Si on n'a pas l'ingénierie financière, ce n'est pas la peine de rêver, il ne se fera rien. Il y a des techniques qui ne consistent pas à ce que l'État donne, mais il y a des manières d'assurer les emprunts sur la valeur des bâtiments, sur la pierre. Et ça peut durer fort longtemps, jusqu'au décès des propriétaires. Donc il faut travailler sur ça, sinon il ne se passera rien. Puis la troisième chose, c'est la formation technique de l'ensemble des intervenants, parce que là, il y a tout à faire. J'en viens effectivement à l'opération Dorémy, qui est née de ces réflexions que je me suis faites à l'époque. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut démarrer? J'ai regardé les bâtiments d'avant 75, les logements d'avant 75, parce que c'est quand même là qu'il n'y avait rien eu de fait. Puis on découvre qu'il y a 53% de maisons individuelles, 19% de bâtiments de moins de 10 logements, moins de 9 logements. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va faire ça? Ce n'est pas les majors, c'est les artisans. Et donc, il faut que les artisans soient adaptés à ça. Pour que ça ne coûte pas cher, et parce que les Français ne cherchent pas la maîtrise d'œuvre, il faut aussi que les artisans soient autonomes dans la prescription. Il faut qu'ils travaillent en groupement, parce qu'il faut que tout le monde soit là, et effectivement, il faut qu'ils soient capables de faire la prescription, il faut qu'ils soient capables d'avoir le niveau technique, et surtout, ce sur quoi on les formait, c'était l'optimisation des coûts. Alors, ils ont 2 jours de formation dans ce cadre-là, qui sont des formations en salle, puis ensuite 1 jour de formation sur plateforme, et ensuite on les accompagnait, je l'ai fait plein de fois, j'en ai formé 200 à moi tout seul, on les accompagnait sur les chantiers. Et donc ce qu'il faut qu'ils apprennent, c'est travailler ensemble, ce qui n'est pas très simple, parce qu'ils ont souvent un esprit qui est un petit peu individualiste, c'est effectivement acquérir des notions sur l'étanchéité à l'air. Si vous ne faites pas d'étanchéité à l'air, ça ne marchera pas. Sur la migration de vapeur, ça touche à peu près tout le monde en France, les architectes, les bureaux d'études qui ne savent pas comment ça marche, et puis les artisans. Mais la migration de vapeur, c'est au cœur de tout ce qui a été dit sur la santé, sur les bâtiments qui marchent mal, sur les pathologies, tout se tient là. Donc il faut la maîtriser. Et à peu près personne maîtrise ce sujet aujourd'hui en France, donc c'est un sujet prioritaire. On a même vu sur les éléments techniques qui étaient leur métier, sur lesquels on n'était pas censé les aider, du genre l'isolation par l'extérieur. Un jour, il y a un artisan, je lui dis, mais tu mets combien de chevilles par mètre carré? Réponse, conformément au DTU, 12 par mètre carré. Il n'y a pas de DTU, il y a des DTA, ce qui n'a rien à voir. Et puis, ce n'est pas 12, c'est 5 ou 6. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des lacunes, même dans les métiers
qui sont leurs métiers de base. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'ils acquièrent toutes ces notions-là pour arriver. Voilà, bon. Et puis la ventilation mécanique qui doit marcher correctement, les chaudières qui ne doivent pas être surdimensionnées, tout un tas de choses de cette nature-là. Voilà ce qu'il faut leur apprendre. Juste une chose, il y a aujourd'hui 5 régions engagées, il y a 700 artisans formés, il y a 78 groupements qui sont formés. Ça se développe dans toute la France. Alors, moi je remarque que, aussi bien Philippe Estingois qu'Olivier Sidler, vous nous parlez beaucoup du contexte et vous nous parlez beaucoup des difficultés qui existent aujourd'hui, mais on n'en est pas encore arrivé à cette question de l'évolution des métiers. Alors je vais peut-être me tourner vers Mathieu Hercé-Lemort. C'est presque paradoxal de demander à un compagnon du devoir comment faire évoluer les métiers alors que vous êtes le gardien de la tradition et des savoir-faire ancestraux. Bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, donc on a mené chez les compagnons maçons donc une étude. On a essayé d'imaginer le futur pour notre métier, donc d'ici à 2030. Et finalement, c'est pas incompatible. On a un métier qui a quand même des racines traditionnelles qui sont fortes. On est dans le bâtiment, donc le côté culturel aussi de chacun de nos métiers est assez fort. Et justement, c'est bien savoir d'où est-ce qu'on vient, quelles sont nos racines, pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir se diriger. Ce travail, on l'a fait avec une dizaine de compagnons qui étaient, on va dire, d'activités assez différentes, d'âges différents aussi, pour qu'on ait une vision assez globale. Et on a aussi confronté nos travaux à une partie de la filière, donc les fédérations FFB, CAPEB, mais aussi les syndicats représentants des fournisseurs de matériaux, etc. Et aussi l'ensemble des compagnons qui sont chez nous, donc à peu près 300 personnes. Alors, on va certainement redire un certain nombre de choses qui se sont déjà dites depuis cet après-midi, mais bon, c'est peut-être qu'on va dans le même sens. Un point, par contre, sur lequel on n'est peut-être pas trop allé, c'est qu'une des manières qu'on a eu d'aborder notre scénario, c'était de commencer par le client, finalement. Quel sera le client de demain et qu'est-ce qu'il va vouloir acheter? Parce qu'on peut penser tout ce qu'on veut comme bâtiment, comme produit, etc. S'il n'est pas prêt à l'acheter, même s'il y a une loi, une réglementation, ça ne marchera pas. Et on s'aperçoit voilà, que les clients, ils évoluent. On est aussi en pleine, alors on entend parler de transition numérique, de transition énergétique, environnementale, etc. Donc tout ça aussi s'ajoute dans ce qu'il va pouvoir attendre. Donc au niveau déjà des travaux qu'il va effectuer, il va demander aussi du sens. C'est pas simplement créer une maison, des choses comme ça, ou simplement faire des économies d'énergie, mais si j'attaque des travaux chez moi, voilà, ça va m'apporter du confort, mais est-ce que je pense pas aussi à l'environnement qu'il y a autour, à la planète, et ce que je vais laisser derrière? Donc ça, c'est une des notions qui rentre en ligne de compte. Ce matin, j'ai eu le temps de passer vite fait, petite parenthèse, à un colloque de mon homologue sur les métiers du goût, où justement la nouvelle génération qui arrive, finalement, s'intéresse énormément à ce qu'elle va consommer. Donc quand on va manger, on va regarder les étiquettes et tous les produits qui ne nous plaisent pas, finalement, on va laisser le produit de côté. Et donc demain, on peut aussi imaginer que dans les travaux qu'on va faire, il y aura une certaine traçabilité des matériaux. Alors on a parlé tout à l'heure des fiches FDES, etc., mais il faudra certainement imaginer autre chose, notamment avec la partie du recyclage, etc. Voilà, d'où viennent nos matériaux, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce que j'en fais demain quand je les utilise plus. Donc tout ça, ça nous amène, quand on lit un petit peu tout ça, puis avec les outils numériques aussi, l'accès à l'information, à la connaissance qu'on a via Internet, etc., à faire évoluer aussi les pratiques dans nos métiers, notamment les entreprises, où ils vont devoir avoir un rôle de conseil qui va être beaucoup plus fort, mais surtout un rôle de savoir argumenter. On va avoir face à nous des clients qui vont être informés, qui vont croire connaître des choses, et donc c'est bien à l'homme de métier d'être droit dans ses bottes et de savoir argumenter pourquoi est-ce qu'on va proposer tel ou tel matériau, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là. Et ça, c'est vraiment un point, et c'est un changement d'habitude. Même si l'entreprise est sachante, va falloir se justifier, va falloir argumenter. Donc ça, c'était déjà un point vis-à-vis des clients. Une étude aussi que j'avais entendue, je crois qu'il venait de Saint-Gobain, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50% de satisfaction sur l'acte de construire vis-à-vis du client. Pas forcément... C'est très peu, non? Oui, mais ça comprend en fait tout l'acte. C'est pas simplement le bâtiment fini. Sur le bâtiment fini, globalement, ils sont plutôt contents, mais c'est sur toute la démarche. Comment s'est passée l'étude, les liens avec les entreprises, le déroulement du chantier, etc. Et là-dessus, ça veut dire qu'on a aussi énormément de choses à faire, à évoluer dans nos pratiques. Parce qu'on ne peut pas se contenter de cette partie-là. Donc ça, voilà, c'est un point vis-à-vis de la clientèle, mais finalement qui est la plus importante. On reviendra un petit peu sur les clients un peu plus tard au niveau de la formation.
Même si Samuel Courget disait tout à l'heure qu'on avait fait le choix de ne pas parler de formation aujourd'hui, depuis le début de cette table ronde, chacun en a parlé. Donc c'est que c'est important aussi si on veut faire évoluer les pratiques. L'évolution des pratiques, c'est pas que la formation, c'est aussi les modes d'organisation, c'est tout à fait, mais ça s'accompagne. La manière de s'adresser effectivement aux clients potentiels, enfin, c'est beaucoup de choses. Mais voilà, mais tout ça, ça s'accompagne, et généralement, ça s'accompagne par une sorte de formation. Peu importe la forme, il y a quand même besoin de faire avancer les choses. Alors, en ce qui va concerner la façon de pratiquer nos travaux, on l'a déjà aussi abordé, on va être beaucoup plus sur le collaboratif aussi demain. Mais qu'on va trouver aussi bien au sein du chantier qu'au sein des différentes entreprises, par des groupements, des choses comme ça, et aussi vers l'autoconstruction. Il faut aussi que les entreprises prennent ça en compte. Alors déjà, dans le chantier, c'est savoir travailler avec les autres. Une construction qui sera performante et qui arrivera au résultat, c'est qu'on a su travailler tous ensemble et respecter les uns les autres, on l'a entendu tout à l'heure. Mais aussi se grouper. Un client préfère avoir un seul interlocuteur plutôt que 10 ou 15 interlocuteurs pour son chantier. Et dans le mode collaboratif et sur l'air du temps, on va aussi avoir un développement, à mon avis, de l'autoconstruction. Et donc, il faut aussi qu'on sache les accompagner. Ce n'est pas laisser non plus ces personnes construire toutes seules, mais c'est peut-être aussi proposer un service qui est différent pour les accompagner sur les parties vraiment, vraiment techniques. Donc voilà, ça c'est pour la partie collaborative. Et ensuite, sur les évolutions au niveau des nouveaux matériaux, je ne suis pas trop inquiet. Il faut apprendre à les maîtriser. Mais ça va mener sur un point qui me paraît plus essentiel et qui rejoint aussi les notions de compétences, etc. C'est la notion d'homme de métier face à un professionnel. Il y a une nuance. Qu'est-ce que vous appelez un homme de métier? C'est beau, c'est une belle expression. Alors, pour moi, l'homme de métier, c'est celui qui va avoir une maîtrise assez large de son métier, des règles de l'art notamment, etc., qui va avoir un socle de base pour pouvoir pratiquer son métier. Un professionnel aura tendance à être plutôt sectorisé. Il sera très bon sur une partie, mais il n'aura pas forcément une vision globale. Et quand on parle de rénovation, et notamment du bâti ancien, savoir lire un bâtiment, savoir comment il a pu être conçu, donc ça nous ramène aussi à une culture de métier, c'est aussi savoir à quoi s'attendre potentiellement sur le bâtiment, et si j'ai quelque chose qui est inattendu, c'est je sais m'adapter. Parce que je sais peut-être trouver une autre technique qui est plus intéressante et autre que celle qui est prévue sur les plans ou des choses comme ça. Donc voilà, ça nous ramène aussi peut-être à aller au-delà des normes, des réglementations qui sont vraiment figées, mais de se rapprocher aussi des règles de l'art pour avoir du bon sens quand on va construire. Aujourd'hui, un bâtiment sera performant si on respecte tout ce qui a été prévu, mais en cas d'imprévu, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le chantier? Est-ce qu'on demande à un bureau d'études de nous trouver une solution? Ou est-ce que voilà, on a compris le principe et on va savoir s'adapter rapidement? Parce qu'il faut aussi compter que le client, il veut quelque chose qui soit fait rapidement. Donc on veut faire du durable, mais il faut que ce soit rapide quand même. Bon, c'est déjà pas mal, non? Il y a encore des choses à ajouter? Donc voilà, et donc juste dernier petit point sur la formation pour revenir là-dessus. C'est aussi en lien avec les évolutions réglementaires, les entreprises se forment, évoluent, mais il faut aussi que les réglementations n'aillent pas trop vite ou ne changent pas trop souvent. Parce qu'il y a quand même une inertie dans le fait de se former aux dernières réglementations. Et juste pour faire un clin d'œil à ce qui m'avait marqué l'an dernier à Marseille, c'est qu'on peut penser des bâtiments très performants, très bien conçus, etc. Mais si on ne forme pas les entreprises à mettre en pratique correctement tous les concepts qui ont été prévus, ça ne marchera pas. Et il y a aussi l'usager à prendre en compte. Donc, à qui le rôle? Est-ce que c'est à l'entreprise ou est-ce que c'est à d'autres personnes de les former? C'est comment j'utilise mon bâtiment pour qu'il soit performant. Bon, alors Bruno Georges, est-ce que vous êtes convaincu maintenant qu'il faut faire évoluer les métiers? Parce que quand on s'est parlé, vous m'aviez dit je ne suis pas sûr qu'il faille faire évoluer les métiers. Oui, d'abord je vais dire que je suis pas d'accord sur un point. Vous avez dit, si le client n'est pas prêt à acheter, ça ne marche pas. Ce qui est statistiquement pas faux. N'empêche que les gens n'étaient pas prêts du tout à ne pas fumer dans les restaurants. Et maintenant, même les fumeurs trouvent ça très agréable. Donc c'est aussi possible, par rupture, à un moment on dit, c'est comme ça, parce qu'autrement ça va être la merde pour tout le monde, de changer avec des manières parfois perçues comme brutales, parfois perçues comme un peu violentes, enfin tout ça. Mais bon, hein, comme dit l'autre, l'assurance c'est toujours, j'ai déjà dit ce matin, l'assurance c'est toujours trop cher, mais l'accident ça coûte vachement plus. Donc allons-y. Alors oui, l'histoire de changer les métiers. Moi je suis pas du tout convaincu qu'il faut des nouveaux métiers. En fait, c'est pratique professionnelle plutôt, voilà. L'intitulé exact. Ouais. D'abord, ce serait un peu magique
que d'un seul coup, des gens qui, comme vous le dites, sont des gens de métier, qui ont une grande pratique, qui ont un feeling, une vision globale, un peu transversale. Souvent, comme ils se sont pris la porte un peu dans le pif plusieurs fois, ils ont de l'humilité aussi. Et ça aide beaucoup pour faire du bâtiment, parce qu'on fait un proto à chaque fois quand même. Hein. Donc, là où je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est quand on regarde une évolution d'une certaine ingénierie. Quand je mets l'ingénierie, je fais un peu global, architecte compris. Comme ça, mes confrères architectes vont comprendre qu'on est dans le même kayak, beaucoup moins stable qu'un bateau. C'est que on doit changer nos pratiques, mais pas que pour la rénovation. On doit intégrer dans nos métiers des... Avant, on avait tous des trucs super professionnels. Hein. Il est professionnel du boulon bleu qu'on visse le vendredi matin sur 80 mm. C'est pas ça. Aujourd'hui, le bâtiment, il faut des responsabilités verticales, c'est clair. Il faut aussi des spécialistes qui savent faire à un moment. Mais si on ne raccommode pas tout ça avec des responsabilités, des consciences, des formations transversales, ça ne peut pas marcher. Et du coup, quand on se met à parler de cette transversalité qui doit venir dans la conception, mais je remonte encore un cran plus loin. Dans l'ingénierie, il n'y a pas la maîtrise d'ouvrage par définition. Mais la maîtrise d'ouvrage aussi, elle doit faire sa révolution et pas continuer à vouloir faire des rénovations comme avant en disant « Ah ben on rénove celui-là, ah ouais, sauf que celui-là il a un problème acoustique d'enfer, mais on a oublié de faire le diagnostic acoustique. » Et donc du coup, ça devient complètement inopportun de le faire. Mais comme c'est prévu dans le contrat de plan depuis 6 ans, bon, on le fait quand même. Donc, c'est des pratiques avec de la transversalité dedans qui vont permettre d'avoir, avec son propre regard professionnel, aussi une sensibilité transversale à tous les autres métiers des intervenants. Et là-dedans, paf, et ça existe dans un certain nombre de bureaux d'études fluides aujourd'hui, trop rares bien sûr, qui intègrent l'environnement depuis 15 ans, qui depuis les années 2000 ont compris que l'enjeu environnemental est fort, depuis les années 2010 ont compris que l'enjeu carbone et énergie grise est fort. Et s'il y a cette mutation culturelle, et c'est pour ça que ça merde, c'est pour ça que c'est difficile, c'est lent. Hein, modification technique, vous perdez votre portable, vous en achetez un autre, on vous donne une autre technique, ça vous emmerde. 4 jours après, vous êtes habitué que le menu il est en biais et pas... Voilà, et hop, l'adaptation technique est rapide. L'adaptation culturelle, c'est une autre histoire. L'adaptation culturelle, c'est nécessairement lent et très lent. Donc ça veut dire qu'il faut encadrer... Arrêter la cigarette, c'est technique ou culturel ? Arrêter la cigarette, c'était un petit peu différent. C'était une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent. On arrête, on dit on ne veut pas de la cigarette parce que comme ça on pense que les gens vont moins fumer parce qu'on leur interdit de fumer à un endroit qui est agréable. Donc voilà, parce que l'argent, la cigarette, ça coûte beaucoup trop cher en traitement après qu'aux fumeurs eux-mêmes. C'est un autre sujet. C'est simplement pour dire que c'est pas toujours, faut pas toujours répondre à la demande. C'était ça l'idée. Mais en gros, si on intègre de manière précise tout ce qui est migration de vapeur d'eau, étanchéité à l'air, le feu. Hein, quand on fait un bâtiment, maintenant, il y a des réglementations feu. Enfin, maintenant, les réglementations feu sont un peu contraignantes. Si on veut de la masse, on fait des gros bâtiments, on fait des bâtiments hauts. Les réglementations sont plus dures. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas la transversalité qui permet à tous les gens, avec toutes les compétences, l'architecte pour que ça ressemble à quelque chose, le maître d'ouvrage pour qu'il aille trouver de l'argent, le spécialiste du feu, de la vapeur d'eau, de l'étanchéité à l'air, de l'isolation, on doit aujourd'hui être très précis. Hein, on a fait l'ingénierie un peu à la papa, là, vas-y que je te pousse pendant des années. Mais aujourd'hui, quand on regarde un mur, qu'on rajoute une isolation avec une structure bois à un bâtiment, pour l'isoler, on se rend compte que quand on a tout fait, c'est-à-dire il tient debout, il y a les échafauds, il y a l'ingénierie qui va avec, on a tout fait, il est bien, eh ben, les centimètres d'isolant qu'on rajoute par rapport aux valeurs vaguement réglementaires, c'est 200 € le mètre cube. Donc rien. Mais on a visé BBC, RT, moins, je ne sais quoi, etc. On a visé du conventionnel, alors que si on est rationnel dans l'analyse économique, donc précis, et je vous rejoins à 100% sur le côté de la nécessaire précision qu'on doit maintenant avoir, eh bien, on est capable de faire des choses qui deviennent engagées sans que... moi, je me suis frité avec des entreprises générales parce que 5 cm, ça coûtait... ça mesurait 10 cm, ça coûtait 50% de plus, ce qui est totalement faux. Donc, on rentre dans une logique où la qualité de l'ingénierie s'est un peu dégradée, il faut appeler un chat un chat, donc on est moins précis.
Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme il faut faire le taf, il y a un certain nombre de procédés. Le bâtiment, c'est un peu comme un terrain bactérien. Si les bonnes bactéries s'en vont, les mauvaises viennent. Oula, je vais me faire dégommer. Donc ça veut dire que si on laisse la place parce qu'on n'a pas fait son boulot, c'est d'autres procédés qui viennent. Et des procédés où la vertu, ou la vision globale, ou l'environnement, ou le carbone ont moins d'impact. Et puis je voulais dire un dernier truc sur la notion de changer les pratiques, les métiers. Aujourd'hui, la rénovation, c'est pas sexy pour un archi. Hein, un archi, ce qu'il veut faire, et ça se comprend. Hein, on a tous notre ego plus ou moins surdéveloppé, plus ou moins sur le porte-bagages ou devant. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la rénovation, c'est pas très très sexy. C'est mal vendu. Déjà, en honoraire, c'est extrêmement difficile. Il faut appeler un chat parce que ça demande beaucoup plus de temps que du neuf, anachroniquement, enfin bizarrement. Mais n'empêche que c'est mal. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'archis, on va dire, pourquoi pas dire prestigieux? Parce que c'est quand même à ces gens-là, c'est les gens qui ont un nom, qui ont une pratique, qui ont de l'inventivité, qui ont du génie, il faut appeler un chat. Pourquoi ces gens-là ne tirent pas la charrette? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer structurellement pour que ces gens-là s'approprient la rénovation et du coup, ça vienne et ça entraîne? Aujourd'hui, un archi qui est plutôt bien réputé, qui fait une architecture de qualité, il va essayer de se motiver pour faire un concours, pour construire un collège, un lycée, un hôpital, où ça ne va pas tellement dans la rénovation. Donc quand je parlais de changement de culture, c'est aussi côté maîtrise d'ouvrage, où il faut rendre ces opérations de rénovation sexy pour que les gens ont envie de le faire, ont envie de s'engager là-dedans. Voilà, c'est peut-être un peu confus, mais... C'est pas confus, mais à mesure que vous parlez les uns les autres, hormis Mathieu c'est le mort, les obstacles s'accumulent. Ça a l'air de plus en plus difficile, votre histoire. Non, je me demande comment on va s'en sortir. C'est pas beaucoup plus difficile. Est-ce que... C'est pas parce que les obstacles s'accumulent, c'est parce que les obstacles, on les voit, on essaye de tous les voir. Et c'est quand même beaucoup plus intelligent d'essayer de tous les voir que d'en cacher. Parce que c'est en les voyant qu'on pourra les traiter. Mais sauf que c'est pas le point de vue de tout le monde. Donc le fait de mettre... C'est-à-dire, ce serait pas le point de vue de qui, par exemple? Enfin, sans citer de nom, mais... Non, mais sans citer de nom, mais je veux dire, donc, quand il y a des décisions brutales, non expliquées, donc, qui sont, et je ne dis pas aujourd'hui, donc hier, avant-hier, pareil, donc, qui ne font pas référence à une approche cohérente, c'est parce qu'on cache les obstacles. Donc, et les obstacles, ils sont réels. J'en ai cité tout à l'heure. Ah oui, l'enjeu, ben oui, bon. Et alors, par rapport à ce qui était dit, Olivier Ziller a raison. À un moment donné, il faudra imposer. Je ne suis pas convaincu qu'on y soit. C'est dans un plan complet. C'est-à-dire que je suis très précautionneux de tout ce qui serait liberticide. Bon. Donc, pour moi, imposer, c'est dur. Pour autant, donc à un moment donné, imposer, ça permet de faire. Mais avant d'imposer, il faut préparer à ce qu'on impose. Et donc, dans la préparation, donc, on doit, donc faire de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Donc, l'ADEME en fait beaucoup, mais je pense qu'il faut en faire encore plus. Donc, et puis que ça soit une pédagogie donc, qui soit encore plus forte que celle de l'ADEME, une vraie pédagogie gouvernementale. On n'en entend pas beaucoup parler, mais une vraie pédagogie gouvernementale. Et puis, au-delà de la pédagogie, on met de l'incitatif. Et avec l'incitatif, effectivement, on déclenche un certain nombre de choses, mais de l'incitatif intelligent et qui fait bouger. Et puis, c'est simplement quand l'incitatif intelligent qui fait bouger ne marche pas qu'on met du coercitif. Et on annonce qu'on mettra du coercitif. Comme ça, ça donne encore plus envie d'aller à l'incitatif avant d'attendre qu'il y ait le coercitif. Mais il faut qu'il y ait une visibilité d'ensemble. Aujourd'hui, la visibilité qu'on a par rapport à ça, donc, c'est une visibilité très court terme, donc d'échéance électorale, de plans de certificats d'économie d'énergie, voilà, ce sont des durées qui ne sont pas du tout à l'échelle de notre enjeu, et on ne sent pas de continuité sur un sujet qui devrait être supra,
donc les problématiques partisanes, puisqu'on est dans un sujet qui est même supranational, comme on peut l'expliquer, donc, et on se glorifie de ce qui passait à la COP21, à juste titre, mais encore faudrait-il le développer et puis le porter encore plus fort dans la pensée de tout le monde. Mais donc, de fait, c'est un levier sur lequel on n'a pas véritablement prise. On ne peut que souhaiter que ça se passe comme ça, mais sans... Individuellement, on n'a pas complètement prise, en dehors de certains trucs qu'on met de temps en temps dans les urnes, et puis c'est tout. Mais je vous pose la question parce que... mais on peut avoir prise, par contre, dans le cadre de ce genre de débat. Donc on a parlé de lobby tout à l'heure, donc moi j'en fais pas partie, mais globalement il y a des choses qui peuvent se répéter. Il y en a qui sont plus des lobbies que moi ici, mais des lobbies avec de la réflexion technique, donc c'est très respectable. Je le pense en plus quand je le dis, autrement je ne dirais pas. Et très concrètement, c'est bien au travers de ces actions qu'il faut faire bouger les choses. Donc après, donc moi il y a deux éléments que je voulais rajouter. C'est je crois beaucoup à l'accompagnement du changement dans les entreprises et pour les compagnons dans les entreprises. Et il faut trouver, et aujourd'hui c'est compliqué, trouver le bon message pour expliquer que l'accompagnement du changement, ça ne veut pas dire avant vous étiez mauvais et maintenant vous allez devenir bon. Et ça, c'est un travail qui est très très compliqué à faire. Donc j'ai vécu, moi, dans des structures où on a vraiment changé de métier, et faire passer les messages du changement de métier, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, et je pense qu'on n'a pas pris toute la mesure donc, de ce changement-là. Deuxième élément sur lequel je voulais réagir, il ne faut pas rêver. L'usager d'un logement, sauf exception, c'est pas un technicien. Voilà. Et donc, il ne veut pas, donc je ne reprendrai pas le terme de tout à l'heure, donc je dirais juste s'embêter avec le réglage de machin, le réglage de bidule, le truc un petit peu compliqué auquel il faut penser, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas assez, la robustesse des techniques que l'on va mettre en œuvre donc, pour avoir la performance. Mathieu Arcel-Leman, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce difficile accompagnement du changement de métier ou de pratique. Oui, plus changement de pratique, je pense. Je pense qu'il y a deux choses, et ça fait partie des prochains travaux qu'on va mener. Quand on parle de métier, c'est quel est le sens de notre métier. Avant de savoir comment je le pratique, c'est à quoi il sert finalement. Ce qui peut nous donner justement un champ plus large pour faire évoluer les pratiques. Et donc ne pas avoir le sentiment de passer de mauvais à bon. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait. délicat. Après, je pense que c'est c'est expliquer déjà, il y a des réglementations qui évoluent dans tous les cas, qu'on a aussi des besoins de performance qui n'étaient pas forcément essentiels. Il faut aussi prendre en compte, on ne l'a pas trop abordé aujourd'hui, mais nos ressources naturelles aussi. Alors, je suis maçon, donc on est directement concerné par tout ce qui est granulat, etc. Il y a des choses qui ont évolué sur les maçonneries à joint mince, par exemple, pour réduire ce qu'on prenait en sable, tout simplement. Donc ça fait évoluer les pratiques, tout simplement. Donc si on reste là-dessus, demain, on peut très bien imaginer qu'on va être sur des bâtiments où on demandera peut-être au chef de chantier de gérer à la fois de la construction en béton, de la construction en bois et de la construction en métal. Ça, c'est pas dans nos habitudes, et on revient sur le côté culturel aussi des choses, où aujourd'hui on est très ancré dans les matériaux qu'on a l'habitude d'employer. Et c'est, je pense, là-dessus qu'il y aura aussi un accompagnement à faire, de dire, il va peut-être falloir vous ouvrir à ce que vous allez devoir utiliser. Alors, effectivement, c'est de cette ouverture qu'on entend parler aujourd'hui, beaucoup, depuis ce matin. Olivier Sidler, moi j'ai été contaminée par quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, c'est Bernard Laponche, qui a la passion de l'organisation. Il trouve que l'organisation, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans l'atelier 4, où je suis passée à un moment, il y avait une jeune femme de Picardie qui parlait d'un groupement de métiers, de professionnels qui s'est organisé. Et je trouvais que ça avait l'air extrêmement intéressant, cette façon qu'ils avaient de travailler ensemble. C'est des métiers différents, ils se réunissent très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le fait sur un chantier normalement. Ils définissent des objectifs communs, des règles sur lesquelles ils pourraient être d'accord. Chaque entreprise continue à travailler séparément, mais ils font des projets ensemble
ils mutualisent les outils, les savoir-faire. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que cette forme d'organisation très nouvelle ici, très collaborative, et vous parliez tout à l'heure d'organisation collaborative, est-ce que ça vous paraît pouvoir répondre en partie aux préoccupations que vous évoquez ou que Philippe Estingois a évoquées, qui étaient à un niveau beaucoup plus macro, effectivement? C'est absolument fondamental. Il y a deux niveaux de rénovation. Il y a le niveau qui concerne les grands bâtiments. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur ça. Il faut que la maîtrise d'œuvre s'améliore, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Il faut que la maîtrise d'ouvrage, effectivement, mette les objectifs de façon un petit peu plus motivée et plus ambitieuse. Mais ça, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la question des artisans qui vont représenter la majorité des logements qui seront à rénover. Et donc, j'ai expliqué tout à l'heure que Dorémy cherchait à les faire travailler en groupement. Et ça, c'était fondamental. Alors, il y a eu plusieurs choses. On a dit, et c'est vrai que c'est important, à aucun moment, parce que j'ai fait ces formations pendant très longtemps, maintenant j'ai arrêté, mais jamais il y a eu la question de « t'es pas bon, tu vas t'améliorer ». J'ai beaucoup appris d'eux. Donc on était dans une relation où ça prenait mutuellement. Et ça, il faut le reconnaître, c'est pas l'âge qui fait qu'on sait tout. Non, on sait jamais tout et on apprend toujours. Et donc ça, c'était important. Donc ça s'est toujours très bien passé dans ces formations avec les artisans et ils avaient vraiment l'impression de progresser. Pourquoi le travail en groupement est-il si nécessaire? Vous l'avez tous dit depuis ce matin, c'est que la rénovation a 1000 facettes et que si on n'aborde pas toutes ces facettes en même temps, on a un résultat qui est pourri, vous l'avez tous dit. Et la solution, elle est quand même vraiment pas compliquée. Vous les mettez tous ensemble, vous leur apprenez qu'il y a des interfaces entre leurs métiers, que celui qui va poser la menuiserie doit discuter avec celui qui va faire l'isolation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, que la question de l'étanchéité à l'air, elle se résout à ce moment-là, et pas après, quand on a tout fini, que la migration de vapeur, c'est pareil, chacun a sa partie, mais il faut discuter ensemble comment on va s'y prendre, etc. Et donc ça, ils y prennent assez vite goût. Mais pas tous, ceux qui sont venus en formation. C'est déjà pas n'importe qui, mais ce n'est pas obligatoire, ces formations. Mais c'est absolument essentiel qu'ils apprennent à s'organiser, à travailler ensemble. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, comme ils sont toujours tout seuls d'habitude, on a voulu qu'il y ait un pilote dans le groupement. Et là, il y a une première difficulté, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'être pilote. Ça traduit un petit problème d'organisation générale qu'on va retrouver chez eux, vous allez voir. Et donc ça, il faut déjà que ça fonctionne, qu'il y ait un pilote qui arrive à, c'est pas le chef, c'est pas simplement, c'est un peu le chef d'orchestre, hein, il met en musique, il demande à chacun s'il a fait son job, il vérifie que c'est fait, etc. Là où j'ai eu des surprises, c'est que quand dans la formation, il y avait effectivement toutes les questions techniques, ok, puis après il y avait ce que j'ai appelé l'optimisation des coûts. C'est-à-dire que le budget des ménages, en fait, il est assez bien défini par l'offre de l'État aujourd'hui, essentiellement 3 ou 4, hein, comment ça s'appelle, le prêt à taux zéro, pardon, l'éco-PTZ, le crédit d'impôt, l'ANA quand vous pouvez l'avoir, et les certificats d'économie d'énergie. En gros, tout est là, il y a encore 14 autres lignes, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Et donc, en fait, en fonction de la structure du ménage, de ses revenus, vous savez de combien il dispose, puis peut-être que les gens ont 10 000 euros, 15 000 euros de plus, ça y est, vous avez le budget. Et donc, ce que j'apprenais aux artisans, c'était de construire le projet de rénovation complet. On a toujours été dans quelque chose de complet, qui marche avec ce budget. Et je leur disais, ça ne sert à rien de faire des coûts, vous mettez chacun votre prix, vous essayez d'en mettre le plus possible, que la personne ne peut pas payer. Et donc, de l'optimisation, il y avait, et là j'étais relativement ouvert vis-à-vis de, bien sûr que je suis favorable aux matériaux biosourcés, mais des fois, c'était pas parce qu'ils n'étaient pas, par exemple, fenêtre, menuiserie bois ou PVC, bon, c'est vite vu, hein. Ben, j'accepte un certain nombre de choses parce que je pense qu'il est préférable que le projet se réalise plutôt que j'ai poussé les fenêtres bois et à ce moment-là, ça dérape, ça part dans les choux. De même sur les systèmes de chauffage. Et donc, dans l'optimisation des coûts, qui est une chose fondamentale, je pense qu'il y a eu un atelier coûts, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais pour moi, c'est le sujet majeur. C'est-à-dire que souvent, les groupements, bien que formés, mettaient des solutions qui n'étaient pas adaptées. J'en ai vu mettre des chaudières automatiques à granulés, c'est génial, j'en ai une.
Mais enfin bon, c'est plus la peine, le budget il a explosé en vol. Donc non, on enlève ça, on trouve autre chose qui est adapté au client. Donc on commence par travailler sur le choix des solutions techniques. Puis ensuite on rentre dans le coût. Comment ce coût est-ce qu'il est calculé? Alors je viens de rendre un rapport à l'ADEME sur le sujet, qui est un rapport de terrain, ce n'est pas un rapport de recherche. Mais j'ai quand même découvert des choses importantes. Un coût, c'est fait à partir du matériel que j'ai amené sur ce chantier, sur lequel il y a une marge. Cette marge, elle se calcule. Ça va dépendre du temps que j'ai mis pour aller faire mon expertise sur place, faire mon devis, discuter avec le fabricant, discuter avec le client, amener tout à pied d'œuvre. Voilà, ce temps-là, il a une valeur, je l'estime, ça va me calculer ma marge. 3, 4, 5, 10, 15%. Ouais, j'ai vu 100% sur des fenêtres. Premier problème. Ensuite, j'ai dit, bon, tu connais ton temps, oui, et quel est ton coût horaire? En général, c'est 35 €. Je dis, c'est pas possible. Quand on me change mon pare-brise, au garage, c'est 77. Comment tu calcules ton coût horaire? Il n'y a que les charges et le salaire. Pas de frais généraux. Déjà, les artisans ne savent pas calculer leur... Mais ils le disent. Il dit, Olivier, il faut que tu nous expliques, vienne, on va discuter comment est-ce qu'on calcule un coût horaire. On en est là. Mais à partir du moment où le coût horaire est faux, vous comprenez le jeu de la marge? C'est qu'à la fin de l'année, il faut quand même qu'on n'ait pas fait faillite. Donc on joue sur des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et donc la marge, elle est là pour compenser ce qui n'a pas été vu correctement ailleurs, c'est-à-dire le coût horaire. Et à travers tout ça, qu'est-ce qu'on observe? C'est là qu'on voit apparaître les défauts d'organisation interne à la structure. J'ai vu des gens, ils étaient 4 dans la boîte, il y en a 1,5 qui sont improductifs. Ça risque pas de tourner. Le coût de l'improductivité, elle est dans le coût horaire de ceux qui travaillent. Et donc, il faut travailler sur ça. Et ça n'a jamais vu. Donc, moi, j'ai un grand espoir que les coûts que j'annonce depuis longtemps soient même considérablement abaissés dès lors qu'on voudra bien travailler ensemble sur cette question de l'organisation des structures artisanales, du calcul exact du coût horaire, du calcul exact de la marge. J'ai les prix de fourniture, ils me les ont donnés la plupart du temps, donc je sais combien ça vaut et je sais combien c'est vendu. Il y a des fois des écarts considérables. Vous avez 2 métiers qui jouent beaucoup sur ça. C'est les menuiseries extérieures et c'est le chauffagiste, à cause notamment du crédit d'impôt. Tant qu'on aura ça au pouvoir, ça ne marchera pas. Et ça nous ramène à la question qui m'est posée, c'est celle de l'organisation, qui est à la fois l'organisation des artisans entre eux, mais l'organisation des artisans dans leur structure de production. Ça me paraît fondamental. Ok, alors, après m'avoir mis la pression parce qu'il devait prendre un train, finalement, vous ne partez pas. C'est malin. C'était assez fort. Bon alors, du coup, si vous avez envie de rester encore un peu, et si c'est possible avec les organisateurs généraux, on peut peut-être passer la parole pour 1 ou 2 questions. Alors il y a Bruno Georges qui voulait dire encore quelque chose. Je vais mettre 3 petits points. Oui. La première chose, je pense que le sujet maison individuelle n'est pas du tout le même sujet que le reste. Et on dit la rénovation souvent un peu en général. Je pense que les stratégies, les moyens, toute l'organisation de la maison individuelle est un sujet difficile. Et ce n'est pas du tout le même sujet que les grosses rénovations où il y a des tas d'autres problèmes qui ne sont pas nécessairement ni plus durs ni plus faciles. Après, la deuxième, c'est la logique de dire de mauvais à bon. Ça c'est total franco-français. C'est-à-dire qu'en gros, un jour, dans un colloque comme ça, j'ai dit au président de la Fédération nationale du bâtiment que la formation, c'est pas comme la petite communion. C'était pas un truc qu'on faisait une fois et après, c'était bon pour le reste de la vie. La formation, c'est un truc qui est toute ta vie. Et en France, on n'est pas très sur ce registre-là. Et si on inscrit les gens dans une logique de mise à jour permanente, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont jamais passer de mauvais à bon. Ils vont passer d'un stade à un autre, ils vont s'adapter à ce que vous disiez, aux techniques, etc., etc. Ils vont acquérir ce fameux sens professionnel, parce que du coup, si c'est permanent, eh ben, ils vont avoir la transversalité qui va venir dans leur formation, et ça, c'est bien. Et dans la logique que j'évoquais tout à l'heure sur l'histoire du changement de culture, moi, je pense que c'est vraiment super important que ça ne soit pas simplement pour la réno, mais tout le monde comprenne que si on intègre cette vision transversale de notre métier, de nos métiers en général, y compris l'influence qu'on peut avoir sur les maîtres d'ouvrage, eh bien la modification, l'évolution de nos métiers pour ce sujet spécifique de la rénovation, ça sera simplement une adaptation comme une autre qu'on fait, parce que quand on fait un hôpital ou quand on fait un gymnase, eh ben on s'adapte, on ne fait pas la même chose.
Et donc, dans cette logique-là, c'est encore une fois, ça peut faire un peu générique comme propos, mais je pense que c'est un vrai sujet. Les ingénieurs, moi je récupère des ingénieurs qui sortent de l'école, c'est dramatique parce qu'ils sont coffrés, hein, et donc on passe des années à leur enlever les coquilles qu'on leur a collées en leur disant le métier c'est spécialiste, t'es comme ça, t'es un ingénieur. Et ça, il y a un vrai sujet, de manière à ce qu'on soit mieux capable de travailler ensemble parce que si on travaille ensemble dans la conception, si on apprend au maître d'ouvrage de travailler ensemble avec lui, si on casse un peu les frontières entre nous, eh bien je pense que quand on sera en train de travailler avec les entreprises pour essayer de comprendre comment éviter les problèmes les sujets très délicats dans la grosse rénovation de perméabilité, de transfert de migration de vapeur d'eau, tous ces sujets-là, si on travaille ensemble, ben, c'est compliqué, il faut se former, mais c'est pas plus difficile que de faire un bâtiment neuf. Bon. C'était presque une conclusion optimiste. Alors, soit on prend 2 questions, mais pas plus, soit on se dit que demain, on essaiera de rentrer plus tôt des ateliers et puis on pourra avoir un vrai débat. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe un contrat comme ça? Allez, moi, je vous propose ça parce que la journée a été longue et que ma foi, elle n'est pas encore tout à fait finie. Et donc, je pense que demain, on essaiera peut-être de mieux tenir les horaires et d'avoir un débat plus général. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Merci aux intervenants. Est-ce que José Kerr, directeur Ville et Territoires Durables de l'ADEME, et Jérôme Gattier, directeur de Plan Bâtiment Durable, pourraient nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît ?